Bonjour, bienvenue à Vue de ma fenêtre, l'émission du magazine Verre et Protection. Aujourd'hui, Vue de ma fenêtre se déroule dans des conditions particulières puisque nous ne sommes pas dans le cadre feutré d'un studio à Paris, malheureusement, mais nos quatre invités et moi-même sommes devant nos webcams respectives. Le thème d'aujourd'hui, la reprise des activités dans les usines. C'est un thème très important. Et pour en débattre, nous avons quatre industriels de la menuiserie qui ont accepté de se joindre à nous. Tout d'abord, Bruno Léger, directeur général du groupe Liébo et président du SNFA. Bonjour Bruno Léger. Bonjour à tous et tous. Nous avons également François Guérin, directeur général du groupe SETI et membre du conseil d'administration de l'UFME. Bonjour François Guérin. Bonjour à tous. Dominique Lamballe, PDG de l'entreprise Fenetrea et président de la section Fenêtres et Portes du SNFA. Bonjour Dominique Lamballe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour de mon lieu de confinement. Et enfin, Bruno Cadudal, qui est directeur général d'Atlantam Industrie et également secrétaire général de l'UFME. Bonjour Bruno Cadudal. Bonjour à tous. Merci à tous les quatre donc, de participer à cette table ronde. Le sujet est important, il est grave, il est stratégique pour les professions que vous présentez. Sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. L'UFME et le SNFA se sont mobilisés ces dernières semaines pour mettre en place des conditions de sécurité adaptées. Ça leur permettra d'envisager une reprise de leurs activités. Un guide des préconisations a été en ce sens édité par l'OPBTP. Il a été validé le 2 avril, c'était hier, à la date de cette émission. Comment avez-vous pu convaincre vos adhérents respectifs d'opter pour une décision collégiale et collective? Bruno Léger, comment ça s'est passé? Alors en fait, ça a été une co-construction qui a duré plus de 2 semaines puisque nous nous sommes tous arrêtés à la suite du discours du président Macron, donc le mardi 17. Et dès le vendredi 20, il y a eu une première réunion du bureau de l'UFME et du bureau Fenêtres et Portes du SNFA qui a commencé à envisager ce redémarrage. Et puis, on s'est revus la semaine d'après. Et enfin, on s'est revus, toujours par visio évidemment, ce mardi. Et donc, entre chacune de ces réunions exceptionnelles des bureaux ou extraordinaires, il y avait du travail que chaque entreprise faisait dans son entreprise et pour progresser. Donc, il y a eu plusieurs étapes pour arriver à la décision finale de mardi dernier et donc du communiqué de presse de mardi dernier. Et en fait, au cours de ces 2 semaines, il y a eu, depuis le vendredi 20, donc, beaucoup de concertations dans nos différents syndicats. C'est sûr qu'à l'UFM, au SNFA, par exemple, nous avons réuni toutes nos sections plusieurs fois, toujours en visio, pour demander l'avis de toutes les sections, en même temps que nous travaillions sur les conditions de sécurité. Voilà, donc il y a eu cette co-construction autour des réunions et des bureaux extraordinaires des 2 syndicats. Et après, dans chaque syndicat, beaucoup d'échanges. C'est sûr que dans cette période, tout le monde est extrêmement préoccupé de savoir quelle est la solution. Et donc, tout ça s'est construit d'une façon très collective et très collégiale pour arriver à la décision qui a généré cette communication donc, de mardi dernier. Dominique Lamballe, à l'UFME, c'était la même chose, consensus autour de la reprise? Non, c'était plutôt SNFA. Mais juste quand même pour dire quelque chose, c'est que lors des conférences avec tous les industriels, puisque là on parle plutôt de la reprise de tous les fabricants, il a fallu expliquer. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de doutes. Donc il a fallu expliquer, il a fallu rassurer aussi, conseiller par moment chacun et motiver tout le monde en leur disant le principe c'est que vous n'êtes pas seul à vouloir redémarrer, mais c'est toute la filière qui redémarre en même temps et on va s'appuyer sur un vrai protocole qui est celui de l'UEMM. Mais on a eu beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'appels et de réponses pour motiver tout le monde. Alors, je ne mélange pas les deux syndicats. Et effectivement, pour l'UFME, c'est Bruno Cadudal, mais vous êtes tous plus ou moins dans les deux individuellement. Donc, c'est compliqué pour moi, j'espère. Mais donc Bruno Cadudal pour l'UFME et ensuite François Guérin nous donnera sa vision de ce consensus. Oui, ce que tu dis, Frédéric, ce qu'ont dit Bruno ou Dominique avant moi, la même pratique s'est faite au niveau de l'UFME. Je tenais quand même à dire qu'on s'est quand même tous mis rapidement d'accord après l'annonce pour arrêter nos entreprises ensemble. Et je pense que ça, c'était déjà un premier pas important à noter. Sous l'espace de 48 heures, on va dire que
la quasi-majorité, plus large majorité, la quasi-totalité de l'industrie s'est arrêtée. Le travail qu'il a fallu faire pendant ces 2 semaines, il a été aussi avec nos fournisseurs, mettre bien en ligne nos fournisseurs sur des dates de reprise de façon à ce que l'ensemble, que ce soit des gamises, des extrudeurs, des fournisseurs de quincaillerie ou des miroitiers, soit dans la même dynamique que nous et soit alignés sur cette reprise que l'on a donnée sur les semaines 15 ou 16. Le travail, comme Dominique l'a signalé, au niveau de la section porte et fenêtre du SNFA, c'est fait au niveau de l'UFME et il a fallu aussi là donner beaucoup d'explications. Des plus petites entreprises ont moins d'accès à l'information, donc il a fallu rassurer, il a fallu donner des messages et puis prendre notre responsabilité, parce que c'est ça aussi la responsabilité d'un bureau, c'est de décider, même si parfois il peut y avoir quelques positions contradictoires. C'est la force du collectif. François Guérin. Ouais, je crois que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette crise très violente, elle s'est imposée à tous et qu'elle a prévalu sur les décisions qu'on pourrait prendre chacun de son côté. Certes, nous sommes des entreprises sur un même métier, concurrentes, mais en même temps, aujourd'hui, on est tous embarqués avec cet événement qui nous s'impose à nous et on fait partie d'une filière où on a des fournisseurs communs, des clients communs, et que si on veut donner un élan à cette filière, il faut le faire collectivement et répondre à cet événement qui s'impose à nous tous de façon collective. Donc, je crois que c'est ça qui a vraiment prévalu. Et toute démarche individuelle aurait été très difficile ou à l'échec. Et là, ce signal qu'on envoie, c'est un signal vers nos fournisseurs, vers nos clients. Espérons que ça soit un peu l'impulsion qui fait que notre filière puisse redémarrer, peut-être un peu plus facilement que d'autres. Il n'y a pas de concurrence là-dessus, mais en tout cas, on a cette démarche collective qui, j'espère aussi, peut en inspirer d'autres. Donc, vous l'avez joué collectif. Je pense que ça, c'est effectivement un élément rassurant pour la profession, pour vos clients, pour également vos salariés. Ce consensus obtenu, vous prévoyez quand de redémarrer l'activité de vos différents sites de production? C'est une question que je pose à chacun de vous. Dominique Lamballe, vous démarrez quand? Nous, on démarre mardi prochain, mardi 7 avril, et on va démarrer, d'abord c'est un démarrage progressif, on ne fait tourner les usines que le matin, à titre d'exemple, la semaine prochaine, et on démarre, on a trois grands outils, et on démarre par le plus petit, de façon à mesurer que tout notre protocole barrière, de gestes, d'encadrement, etc., soit bien validé. Ensuite, on démarre une usine un peu plus grande, et on démarre la plus grande en dernier. Donc, on fait un démarrage mardi, mercredi, jeudi. D'accord. Bruno Léger? Oui, les sociétés du groupe Yebo ont redémarré très, très partiellement cette semaine avec quelques équipes pour préparer. Ça monte en puissance et puis ça sera surtout dans 2 semaines qu'on commencera vraiment à produire. On ne peut pas claquer dans les doigts et tout redémarrer d'un coup. Donc, selon les entreprises du groupe Yebo, c'est plus ou moins réparti. Mais il y a eu un très, très gros travail sur les conditions de sécurité. Ça, on en reparlera, je crois, dans une autre question. Voilà, mais le redémarrage se fait progressivement là, en ce moment. Et de façon très, très partielle. Et de façon, c'est vraiment une équipe avec une organisation du travail complètement différente, justement due à ces conditions de sécurité. Bien sûr. François Guérin? Nous aussi, ça va être étalé. On a plusieurs usines. Les premières vont démarrer semaine prochaine, mais mercredi, jeudi. Ensuite, on aura d'autres usines qui vont démarrer mardi 14 et une dernière qui va arriver jeudi, vendredi, mais qui est sur un autre métier, le photovoltaïque. Donc, on va dire que sur 10 jours, on va étaler la reprise de mercredi semaine prochaine à mardi, mercredi semaine d'après. Et enfin, Bruno Cadudal pour Atlantem. En partie production, on démarrera que le mardi 14 sur l'ensemble des sites. La semaine prochaine, petit à petit, les équipes d'encadrement, les équipes sécurité, back-office, etc. se mettront en place pour être sûr d'assurer un démarrage très progressif, comme le disait Bruno, à partir du mardi 14. Alors justement, vous vous appuyez sur le guide de préconisation de l'OPBTP. Vous avez également indiqué le document fourni par l'UIMM. Quelles sont les principales préconisations que vous allez mettre en place dans vos usines respectives? Pour CETI, François Guérin, qu'allez-vous mettre en place principalement?
Alors, la liste est longue, je ne sais pas si on peut tout détailler ici, mais c'est un ensemble de mesures qui avaient été prises déjà avant la fermeture, qu'on va renforcer par d'autres séries de mesures. Alors, bien sûr, tous les marquages au sol qui permettent de maintenir l'espacement entre les personnes. On s'est imposé 1,5 mètre. Le port de masque qui sera aussi imposé pour la reprise. Et on verra après comment sur cette mesure-là on avancera. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est avant toute prise de poste, pour chaque fois qu'un salarié va revenir, il va passer par un SAS formation, tout plan de prévention, avec une signature individuelle, s'engageant à respecter ses consignes. Parce que ce qui est très important aussi dans toutes ces consignes-là, c'est le respect individuel. Et il y a bien sûr la responsabilité de l'employeur, de l'entreprise, qui a une obligation de moyens, pas une obligation de résultat, parce que ce sera toujours très difficile à prouver où la personne a pu être contaminée par ce virus. Mais notre obligation de moyens, on pourra pas sans arrêt être derrière chaque personne pour vérifier aussi que les consignes sont respectées. Donc on va être très vigilant, mais en même temps s'appuyer sur la responsabilité individuelle et collective. Donc toutes ces mesures-là font l'objet d'une formation, d'un engagement individuel. On a fermé tous les espaces communs, les vestiaires, les réfectoires ont été espacés. On a pris d'autres zones pour créer des espaces qui fait qu'on garantit l'espacement entre les personnes. Le covoiturage est supprimé. Si certaines personnes ne peuvent pas venir, dans ce cas-là, on impose que ce soit 2 maximum par personne avec disposition en réponse avec des masques. Il y a plein de mesures. Hein. Je ne sais pas si je peux tout lister. Ce que je veux, c'est peut-être les principales, les plus importantes. Dominique Lamballe, c'est idem chez vous, j'imagine? Oui, comme a dit François, en fait, hein, les gens arrivent en tenue. Déjà, on a supprimé les vestiaires, tous les espaces de confinement, les salles de pause, etc. Les gens arrivent en décalé. On n'a plus d'arrivée à la même heure, mais les gens arrivent en décalé. À chaque arrivée, on a une tente qui va formaliser, en fait, par rapport à l'arrivée de la personne, un questionnaire santé, le rappel des gestes barrières, le rappel du protocole de sécurité. Voilà, les gens arrivent en tenue. Et on a fermé les salles de pause, c'est-à-dire que la pause se fera sur le poste. Voilà, on a réduit les horaires aussi. On travaillait 7h30 de présence, aujourd'hui c'est réduit à 6h, de façon à ne pas avoir de temps de pause. Voilà, tout est aussi beaucoup un acte de management et de former tous les managers à ce que toutes ces procédures soient bien appliquées au quotidien. Voilà, parce que ça va être long, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais nous on prévoit que ça dure quelques semaines, voire quelques mois. Donc, on applique toutes les procédures avec la formation de tous les managers de façon à être sûr que ce soit bien appliqué au quotidien. D'accord. Et chez Atlantem, Bruno Cadudal? Beaucoup de choses ont été dites. Nous, je pense que, comme tout le monde, ce qu'on va faire prendre conscience aux gens, c'est qu'il y a un travail au départ de chez eux. Voilà. Est-ce qu'ils remplissent les conditions de santé, absence de fièvre, de diarrhée, etc. Donc, c'est leur responsabilité de s'engager. Comment je me rends au travail? Donc, comme a dit Dominique ou François, pas de covoiturage. J'arrive sur le site, la formation, je prends mon poste, je vis mon poste de travail, je quitte mon poste de travail, je quitte l'entreprise, je rentre chez moi. Pas à peine non plus qu'ils ramènent chez eux l'événement de travail qu'ils ont pu souiller. Donc là, il y a un processus qu'on a écrit, qu'on va faire valider au fur et à mesure où on va avancer. Ce qu'on sait dire, c'est que sur le papier, tout ce qu'on a écrit marche très très bien, mais on a aussi besoin des premiers jours de la vraie vie pour voir que ce que l'on a écrit s'applique, est réalisable et certainement qu'il sera à modifier, à amender, à compléter. Voilà, on a pensé tout dernièrement, et si on a un accident de travail, intervention des pompiers, voilà, comment on fait pour que les pompiers interviennent aussi en toute bonne intelligence? Il y a un protocole exactement pour recevoir les matières premières, les chauffeurs venant de l'extérieur. Bon, je pense que tout le monde l'a mis et les listes sont vraiment très, très exhaustives. Bruno Léger, dans les différents établissements du groupe Liebo, j'imagine que c'est la même chose. Voilà, que rajouter à tout ce qui a été dit, 2-3 petites choses. Non, ça a été un énorme travail. On peut dire que pour tous nos responsables sécurité, toutes les équipes de production, c'était un énorme travail de réfléchir à tout ça et de le mettre en place. Bruno vient de dire quelque chose d'important. Je ne vais pas rentrer dans
la liste des mesures, mais il vient de dire quelque chose d'important, c'est qu'il faut qu'on rôde tout ça et de redémarrer petit à petit, ça permet de rôder parce que c'est une révolution dans l'organisation du travail. Il y a une chose qui n'a pas été dite, peut-être que vous ne l'avez pas mis, mais moi j'ai supprimé le pointage aussi parce que justement le pointage c'est là où il y a les attroupements. Donc il y a beaucoup et les gens arrivent de façon décalée, donc on revoit complètement l'organisation du travail et il faut du temps pour le rôder. Donc c'est pour ça que c'est progressif. Une chose qui n'a pas été dite et qui est une vraie question, c'est la prise de température. Nous, on le fait, mais j'ai noté dans le guide de l'OPP-BTP qui est sorti hier soir à 20h que justement, ça n'était pas recommandé par le guide de l'OPP-BTP. Donc, c'est une question qu'on va se reposer. Nous, faut-il prendre la température? Depuis mercredi, on la prend. C'est long de prendre la température de chaque personne. Et le guide de l'OPP-BTP ne le recommande pas tout simplement parce qu'on peut être porteur sain et donc contaminé, mais être évidemment sans fièvre, ou être même porteur pas sain, mais pas encore avec de la fièvre. Et il dit que ce n'est pas une mesure absolument indispensable. Voilà, je pose la question. Là, chacun aura son jugement sur ce point précis parce que ce n'est pas neutre sur le plan de l'organisation. Bien sûr, j'imagine que c'est… Je me permets de réagir sur ce point-là, qui effectivement, nous, on l'a intégré et qui est un sujet très controversé. Et on peut vous dire que dans nos sites, tout se passe bien, très, très bien. Ce sujet-là n'est pas facile. On va le tester sur un site. Mais ce qu'on recommande d'abord, c'est dans le comportement individuel, c'est que chacun fasse sa prise de température chez lui. Et c'est une responsabilité individuelle. La prise de température sur site, déjà, on n'a pas tous le matériel. Effectivement, l'organiser n'est pas si simple et ce n'est pas une garantie. Donc, on va le tester et on verra si c'est une mesure qui a été appliquée. Mais je suis aussi moyennement convaincu, mais on va le faire quand même par précaution sur un site. En fait, vous risquez peut-être de vous heurter à la problématique du secret médical. Oui, il y a des réactions de ce type-là aussi. Ouais. Alors, justement. Alors, nous, ce qu'on va faire, nous, juste sur la partie prise de température, effectivement, on demande aux gens de prendre la température avant de venir au travail et on va prendre la température de tous les extérieurs, c'est-à-dire tous les chauffeurs qui arrivent, etc. Là, cette fois-ci, nous, comme c'est des extérieurs à l'entreprise, on va faire une mesure de température avant l'entrée dans le site. De toute façon, comme le disait Bruno Cadilal. Oui, en ce qui concerne Adlantem, après de multiples débats et d'échanges avec des confrères et en interne, on a décidé de ne pas prendre la température des salariés et de leur demander, comme disait François, ce qu'ils la prennent chez eux ou Dominique avant de venir au travail. La reprise des activités du bâtiment a été au départ un peu troublée et quelque peu polluée par les polémiques, des propos ministériels, des réactions de syndicats. C'était assez vif. Aujourd'hui, les esprits sont heureusement bien plus apaisés sur le sujet. D'ailleurs, notre table ronde en est le meilleur exemple. Comment vos salariés ont-ils réagi et répondu à l'annonce de la reprise des activités? Quelles sont leurs principales réticences, mais surtout leurs principales motivations? Bruno Léger. Alors, Frédéric, puisque je vais répondre à la première partie de ta phrase sur les polémiques dès la première semaine, pour dire que, bien évidemment, nous avons soutenu notre président, le président Chanu, dans sa réaction par rapport à la ministre Pénicaud, et que fort heureusement, cette polémique s'est très, très vite arrêtée. Ça aurait été insupportable que dans une telle période, il y ait des polémiques, et que dès le samedi, c'est-à-dire 3 jours après l'arrêt, eh bien, ils ont sorti un communiqué très, très fort de signification, puisqu'ils rassuraient les entreprises de bâtiments sur le chômage partiel. Ils demandaient aux maîtres d'ouvrage de ne pas appliquer de pénalité, d'avoir un bon comportement. Et troisièmement, ils revenaient sur la responsabilité pénale des chefs d'entreprise par rapport à cette crise du Covid, en pointant le doigt sur une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. Voilà, donc ça a été une réaction très forte et très rapide et ensemble du gouvernement et des syndicats, dont la FFT. Je voulais revenir là-dessus. Alors après, je ne suis pas sûr que nos salariés aient suivi cette polémique. Ce qu'ils ont surtout vu, nos salariés, c'est ce travail qu'on faisait sur la sécurité. C'est-à-dire que nous avons bien sûr informé dès que c'était fait et dès qu'on a eu la deuxième réunion entre nous qui montrait qu'on continuait dans cette voie, on a tous informé nos CSSCT, nos CSE, on a communiqué par voie de newsletter et par voie de lettres et en envoyant énormément de documents pour leur montrer tout le sérieux. Et puis là, après, je répète, après, il y a 2 attitudes, et les 2 sont profondément respectables. On n'a pas une qui l'est moins ou plus que l'autre. Il y a des gens qui disent « Ok, je peux repartir ». Peut-être qu'ils ont moins de pression dans leur environnement ou dans leur communauté de confinement. Et puis, il y a d'autres gens qui disent « Moi, non, je ne suis pas d'accord ». Mais on a bien vu que dans la plupart des entreprises,
on a eu quand même des réponses très favorables, pas à tout le monde, mais suffisamment pour nous permettre de constituer des équipes et redémarrer. François Guérin, chez CETI, comment ça s'est passé? Ce qui était important pour moi, c'est de vite remettre les gens dans une disposition de reprise. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment, juste après la fermeture, dans les 2 jours, qu'il y avait d'une sorte de posture un peu de peur paralysante, tétanisante, qui pouvait s'installer, et que ça, il fallait être vigilant à ça. Donc, très rapidement, en tout cas, j'ai mis les équipes en dynamique de reprise, parce que de toute façon, un jour, on va reprendre. C'est juste une évidence, on ne savait peut-être pas quand. Donc, on a tout de suite enclenché cette réflexion, ce travail. Et là, effectivement, ce qui est important, c'est la communication. Donc, on a eu une communication très régulière, des équipes qui se sont mises rapidement au travail sur les plans de prévention renforcés. Et là, c'est en se basant sur tout ce travail-là, et puis la communication et ce climat de confiance, on a construit cette dynamique qui fait qu'aujourd'hui, les taux de réponse sur la majorité des sites au volontariat sont de 80%. On a un seul site où c'est plus bas, c'est à 55-60%, mais ça veut dire que là, il y a un travail d'accompagnement. Et puis, il faut accepter qu'effectivement, comme le disait Bruno juste avant, il y aura différentes attitudes. Ceux qui sont volontaires et puis ceux qui ont une crainte parce qu'ils ont des situations personnelles ou la proximité avec des personnes en fragilité. Et ça, il faut l'entendre, il faut l'écouter, il faut le respecter. En tout cas, tout ça va se faire progressivement. Mais moi, je vois plutôt un bon retour avec de quoi faire tourner nos sites partiellement, uniquement en se basant sur le volontariat. Et ça, c'est important. Très bien. Bruno Cadudal, chez Atlantem. Comme le disait Bruno, la polémique ministérielle, syndicat professionnel n'a pas eu d'écho sur nos salariés. Je pense qu'ils étaient au-dessus de ça. Ça les a pas touchés. Je pense que, comme l'a dit Bruno, heureusement que ça s'est soldé rapidement parce que je pense que le gouvernement s'est vite rendu compte qu'il était allé un petit peu loin dans ses propos et bon, on va laisser ça de côté, c'est fait, c'est passé et on part de l'avant. On a besoin de garder une dynamique dans nos entreprises, donc c'est pour ça qu'on a fait aussi travailler nos managers, nos responsables sécurité, qu'on a tenu nos salariés informés très très régulièrement, tous les 2-3 jours par tous les moyens que l'on peut avoir à notre disposition. C'est créer des cercles WhatsApp, il y a eu des news, il y a des Yammer, enfin tout ce que chaque entreprise peut utiliser. On ne va pas avoir de problème de volontariat, qu'on soit clair. Au démarrage de nos activités, chez chacun, on aura beaucoup plus de volontaires qu'on aura de postes à proposer. Donc là, il faudra aussi être équitable parce qu'il faut quand même avoir en tête que la perte de revenus pour un certain nombre d'entre eux est impactant et quelque part, ça fait partie des motivations pour reprendre le travail. Donc si on n'est pas capable de donner du travail à tout le monde dès le premier jour, il faudra qu'on soit capable de l'équilibrer. Mais hormis les cas de chroniques, de garde d'enfants ou de gens qui ont des situations particulières, et comme le dit François, il faudra être à leur écoute, il faudra les entendre. Le volontariat, on a une excellente réponse, un excellent taux de réponse. J'imagine chez Fenetrea, volontariat et pas trop de réticence. Dominique Lamballe? Non, d'abord, je souscris un peu tous les gens qui sont passés devant moi. Là. Nous, on reprend sur la base de volontariat. Effectivement, on reprend aussi parce qu'il y a énormément de travail qui a été fait. Nous, on a arrêté le mercredi soir par rapport à l'annonce du président de la République. On a arrêté le mercredi soir. On a essayé de fermer proprement les outils, de bien communiquer aux gens et de leur dire voilà, maintenant, on va travailler à une forme de reprise tout en veillant à ce que la reprise se fasse dans de bonnes conditions et notamment sanitaires. Voilà, donc il y a eu énormément de travail de fait, il y a eu de la communication qui a été faite aussi au niveau des salariés, en utilisant toutes les nouvelles technologies, y compris comme celles qu'on utilise maintenant. Je trouve que ça a été plutôt bien reçu sur les gens. Les gens ont globalement confiance dans leur entreprise et on a un taux pour l'instant de retour qui est plutôt très bon. Alors effectivement, il y a quelques cas particuliers, je suis d'accord qu'ils sont on discute, on a plutôt plus de monde à vouloir repartir que de capacité instantanément par rapport à notre organisation de départ, mais parce que aussi les gens, quand on les écoute, nos salariés, ils ont besoin de retrouver un but aussi, donc ça leur permet de retrouver un but journalier, de reprendre une forme d'habitude qu'ils avaient, et ça, le fait de retrouver du boulot, je trouve qu'ils vivent plutôt bien. Il y a aussi défendre son entreprise,
Je pense que ça, j'ai entendu beaucoup, c'est de dire voilà, il faut qu'on défende notre entreprise, il faut qu'on survive, hein, parce qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, mais économiquement parlant, c'est quand même pas joyeux instantanément quand l'entreprise est à l'arrêt. Voilà, et il y a aussi une forme de motivation à retrouver 100% du salaire. Donc il faut que nous on soit équitable. Voilà, pour l'instant, on ne peut pas donner du boulot à tout le monde qui sont déclarés, mais on va le faire. Très bien. Donc ça, c'est en interne. En ce qui concerne vos clients, comment ont-ils réagi à l'annonce de la reprise de vos activités? Parce que bon, vos clients, c'est aussi les chantiers. Si les chantiers redémarrent, vos activités redémarreront. Comment ça s'est passé avec Bruno Léger? Alors, dès la première semaine, nous avons eu des réactions de clients qui commençaient à demander si on pouvait leur livrer les fenêtres. Évidemment, en premier lieu, les fenêtres qu'on avait sur nos parcs prêts à être expédiés. Ce n'est pas le cas général, mais il y a des entreprises qui peuvent envisager sur certains marchés de continuer. Le marché qui se prête le mieux à ça, c'est le marché de la maison neuve, parce que les entreprises interviennent de façon séquentielle et non pas toutes ensemble. C'est beaucoup plus compliqué sur le collectif. Sur la rénovation chez le particulier, il y a tout type d'attitudes. Il y a des gens qui veulent évidemment voir personne chez eux et d'autres qui se disent que pourquoi pas, c'est la bonne période. Donc, tout ça est très, très divers, mais on a déjà, bien sûr, eu des demandes et on a déjà des expéditions pour certains clients. Oui. Et on a quand même une activité relativement soutenue de demande de saisie de commandes, d'envoi de commandes, évidemment qu'on met en stock en attente du redémarrage, mais non, ça ne s'est pas arrêté. Dominique Lamballe, chez Fenetrea, comment ça s'est passé avec les clients? Alors, les clients, je crois qu'il faut distinguer le neuf de la rénovation. La clientèle du neuf est repartie en fait assez vite. Ils nous ont demandé, nous, de livrer des marchandises qu'on avait en stock. On a fait des expéditions tous les jeudis. La clientèle rénovation attendait d'abord que la filière reparte, c'est-à-dire que nous repartions, et l'annonce que l'on a fait mardi après-midi va dans le bon sens par rapport à ça. Attendait aussi que le protocole chantier soit bien rédigé. Donc là, hier soir, le lancement du protocole OPP-BTP va donner du coup du travail à nos clients. C'est une forme de pari aussi qu'on a fait tous avec cette filière, de tous redémarrer en même temps. Le pari est plutôt de se dire, eh bien, il faut que, une fois que nous serons repartis, on va cette fois-ci lancer un grand mouvement que l'on espère soit suivi par nos clients. Mais j'y crois. Très bien. François Guérin, vous y croyez aussi? Oui, alors, de cette dynamique, comme l'a expliqué Bruno, je pense que on adhère tous à ça. Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur la réaction des clients. Nous aussi, on a géré des livraisons très ponctuelles au cas par cas. Et puis, la semaine prochaine sera pareil avec la mise en production progressive, ciblée sur des marchés plutôt du neuf. Voilà, je crois qu'on est tous alignés là-dessus. Et puis, il va falloir gérer dans les prochaines semaines aussi, on commence à parler de déconfinement. Donc, je pense que là, il y a des régions qui pourront peut-être bouger plus vite que d'autres. Il faudra s'adapter à ça. Et là, il y aura vraiment des situations très variées suivant les typologies de clients. Pareil, Bruno Cadudal, pour Atlantem, différentes typologies de clients, différents types de demandes. Quelles ont été leurs réactions? Oui, en fonction des débouchés, dans le neuf, on va faire la distinction des chantiers avec base-vie et grue sur lesquels là, tout s'est arrêté. Et puis les documents qui sont sortis hier soir étaient essentiels pour la reprise. Et je pense que là, la reprise, elle peut être assez rapide. On a aussi là, comme disait Bruno, des chantiers qui sont restés sur nos quais que nous sommes prêts à livrer. La maison individuelle où les interventions les uns après les autres en séquentiel permettent à certains petits constructeurs de pouvoir relancer, et je pense que ça peut redémarrer assez vite. La rénovation chez le particulier va être plus longue, et là, on a une courbe de Gauss, des gens qui veulent absolument pas ouvrir leur maison à un tiers, ceux au contraire qui sont prêts à démarrer, puis un gros ventre mou qui va être à l'écoute du JT tous les jours, des chiffres des hospitalisations, des décès, et puis qui, à un moment donné, vont basculer d'un côté et de l'autre. Donc, on est là pour rassurer nos clients avec leur guide, et avec ce guide-là, retourner vers leur clientèle de consommateurs pour leur dire, bon, voilà ce que l'on met en œuvre. Si vous êtes prêts, si vous acceptez, si vous signez le document, on est prêt à aller chez vous la semaine prochaine, la semaine suivante. Alors, je pense qu'on a un vrai travail d'accompagnement pour nos clients pour faire en sorte que la machine redémarre.
Alors justement, je voudrais revenir un court instant à cette crise qui nous frappe tous. Quelle analyse personnelle vous faites de cette crise? Comment pensez-vous que nos secteurs vont en sortir? Quels sont les atouts de la fenêtre et de la fermeture française pour retrouver la croissance industrielle? Justement, sur le plan industriel et commercial, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y aura un avant et un après crise sanitaire? Et si oui, qu'est-ce qui pourrait avoir changé selon vous, Bruno Léger? C'est sûr qu'on ne va pas sortir de cette crise comme on y est entré. Nous vivons tous une période incroyable de peur, d'anxiété pour nos vies, pour la vie de nos proches. Donc ça laissera des traces. Il y a bien sûr le repli sur le cocon familial et aussi sur le logement, hein, puisque nous sommes confinés depuis déjà 3 semaines, ou bientôt et certainement encore 3 de plus. Donc moi je pense que de toute façon c'est pas forcément mauvais pour tout ce qui tourne autour du logement et de la qualité de la vie dans son logement, avec des fêtes mais aussi des vérandas, hein. Dans SNF on a une section véranda qui est une section importante, donc moi je pense que ça peut amener au contraire à améliorer le logement. Et puis je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'on entend beaucoup parler évidemment de remise en cause de modèles de développement et de mondialisation. Dans notre métier, c'est un peu dans ta question, il y a quand même une immense majorité d'entreprises familiales françaises qui produisent en France, qui sont très proches de leurs marchés locaux. Donc, dans notre univers, je crois qu'on n'est pas dans la délocalisation et dans la mondialisation, on est tout le contraire. On est une industrie française très forte, très innovante et composée majoritairement d'entreprises familiales. Et je pense que ça change beaucoup de choses dans la proximité vis-à-vis des salariés et des consommateurs. Bon. François Guérin. Ouais, je crois qu'on va tous sortir quand même un peu cabossés de ça, les entreprises, parce que c'est une perte significative et qui aura des impacts forcément sur les comptes d'exploitation et d'endettement. Donc, il y aura des impacts forts. Les ressources et le pouvoir d'achat des personnes aussi. Je pense que tout ça fait que des tas de personnes qui recevaient un intéressement, participation, de la rémunération variable, il y aura des impacts. Donc ça impacte le pouvoir d'achat. Et ça va pousser forcément ces consommateurs, ces clients à faire de la priorisation dans leurs dépenses demain. Je serais assez d'accord avec ce qu'a dit Bruno, c'est-à-dire que l'habitat est dans ces moments-là d'anxiété, de crainte, plutôt une valeur refuge. Donc, on peut espérer aussi que ce n'est pas là où les gens feront peut-être les coupures budgétaires les plus fortes et que dans l'amélioration de leur habitat, ça peut rester une valeur un peu refuge dans cette période-là. Et effectivement, on a aussi les arguments de dire que nous sommes une industrie de proximité. Et lorsqu'on voit beaucoup de discours en ce moment, et là je m'en méfie aussi, il y a autant de discours disant attention, il ne faut pas que ça reparte tout comme avant. Et certains disent que c'est oui, c'est le moment, c'est de faire le grand soir. Je ne crois pas à tout ça. Il ne faut pas que ça porte forcément comme avant avec tous les abus, mais il ne faut pas espérer aussi le grand soir. Je pense que c'est une évolution plutôt progressive qu'on doit avoir. Et quand on parle d'économie de proximité, c'est le cas de la fenêtre. C'est le cas de notre industrie, de la menuiserie industrielle. Et là, on a des beaux arguments à faire valoir. Donc, je pense qu'il y a d'autres secteurs qui peuvent être sûrement plus inquiets que le nôtre dans ce qui se passera après la reprise. Maintenant, on sait tous aussi que notre reprise, elle sera assez lente et progressive parce que le marché de la rénovation qui touche le particulier, il faut que les maisons se réouvrent en confiance. Et ça, il y a quelques semaines devant nous, voire 2 mois, 3 mois, c'est difficile à dire, mais il y aura en tout cas quelques semaines devant nous très progressives. Dominique Lamballe, votre analyse? Moi, je pense que la crise va quand même laisser des traces, à la fois en termes de comportement individuel, à la fois en termes de comportement collectif. Nous, à la limite, nous, ce que le signal qu'on peut donner, c'est que le comportement collectif de la filière fenêtre a plutôt été excellent, à la fois pour l'arrêt, à la fois pour la reprise. Donc ça, c'est plutôt positif. Moi, je pense que le secteur de la fenêtre, on est dans les secteurs de l'habitat, les gens sont confinés chez eux. Il y a des choses qui vont prendre de l'importance sans doute pour eux entre arbitrage sur mon confort de maison et l'arbitrage sur les voyages. Donc, on est plutôt sur un secteur résilient et on est plutôt confiant pour l'avenir. Bruno Cadudal? C'est clair qu'il y aura un avant et un après. Et pour le moment, on ne mesure pas encore cet après. Comme l'a dit François, il y aura des impacts sur nos comptes d'exploitation, sur les choix que l'on va devoir faire sur nos charges dans les toutes prochaines semaines. D'un point de vue du consommateur,
Si, à l'instar de la grande distribution qui privilégie aujourd'hui les maraîchers, les producteurs de fruits et légumes français, ça pouvait un peu recentrer sur ce qui est produit en France. C'est déjà la très large majorité de nos produits, mais c'est une bonne chose. On va encore clamer un peu plus nos labels OFG. Et puis, comme le disait François ou Dominique, les gens passaient du temps chez eux, se sont peut-être aperçus qu'il était peut-être temps qu'ils fassent des travaux. Je pense que dans la construction neuve en collectif, les gens qui sont restés à 4 dans un 40 mètres carrés sans balcon dans certaines régions, peut-être que les architectes vont dire si les confinements, c'est des choses qui peuvent arriver tous les ans, sur une semaine ou deux, on va peut-être construire un petit peu différemment. Faire comprendre aux Français que le collectif, c'est mieux que la maison individuelle. Je pense qu'ils vont avoir encore plus de mal à le faire passer parce qu'on a bien vu tous les gens qui avaient possibilité d'aller dans leur maison secondaire, ils sont tous partis pour aller la rejoindre tout de suite. Donc, faire croire que c'est mieux de loger dans un immeuble en grande ville quand on a la possibilité d'avoir un peu d'extérieur, il faudra certainement corriger un peu le discours. Tout ça, quelque part, après cette phase qui va être difficile, doit être un vecteur favorable pour notre industrie. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission et en conclusion, avant de vous remercier d'y avoir participé et de demander pardon à nos auditeurs pour la qualité et les conditions de son et d'image, je voudrais vous donner la parole à chacun de vous. Quel message simple, direct et concret voudriez-vous faire passer à nos lecteurs qui sont également vos clients, vos fournisseurs et également vos salariés? François Guérin. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut continuer à aider dans nos entreprises cette démarche de communication, de confiance, d'esprit collectif et au sein de la filière aussi. Et puis, cette démarche collective qu'on a eue dans la filière, peut-être qu'il faut aussi la prolonger au-delà sur une nouvelle période qui va arriver, qui est la période d'été, avec des clients qui n'ont pas travaillé, qui vont peut-être vouloir travailler. Et là aussi, peut-être qu'il faudra se coordonner pour avoir une période d'ouverture ensemble, plus longue, avec des fournisseurs en commun, une chaîne logistique commune. Mais peut-être que là, il y a aussi quelque chose à faire pour aider tous nos clients qui vont sûrement vouloir peut-être travailler un peu plus que d'habitude au mois d'août. Et là, notre démarche collective pourrait aussi aider. Et vous, Bruno Cadudal, un dernier mot? Un dernier mot, moi je dirais pour que nos clients gardent confiance. La profession, elle est dynamique, elle travaille de façon collective. On sera là, quoi qu'il en soit, autour d'eux. Comme le disait François, s'il faut travailler un petit peu plus cet été, on mettra les dispositions pour les accompagner. On a besoin que l'ensemble de la chaîne performe. Nous en sommes un maillon, nos fournisseurs en sont un autre, nos clients en sont un troisième. Je pense qu'il faut garder confiance dans la profession. Des crises, elle en a déjà traversé. Celle-ci est bien particulière, mais c'est que tous ensemble qu'on arrivera à s'en sortir. Merci Bruno Cadudal. Dominique Lamballe, un dernier mot? Oui, pour faire court, on n'avait pas imaginé en fait d'abord ce qui allait se passer. On n'a pas imaginé non plus le fonctionnement collectif que l'on a mis en place. Maintenant, on est prêt, nous, l'entreprise, à repartir. On a bien réfléchi pour protéger tout le monde, que ce soit nos salariés, nos partenaires ou nos clients, par rapport à cette crise sanitaire. C'est un pari aussi que l'on a fait, que toute la filière redémarre. Je pense qu'il faut avoir confiance. Voilà, parce que ça restera quand même une crise économique. Il faut rester confiant. Voilà, nous, on est prêts. Voilà, et si le message qu'on doit donner, c'est voilà, soyez confiants pour refaire partir toute la filière, que vous soyez fournisseur ou client. Merci Dominique Lamballe. Bruno Léger, un mot de conclusion? Moi, je voudrais revenir sur ce collectif, évidemment. Je pense que tous nos adhérents et toutes les entreprises de France étaient très inquiètes quand c'était si soudain, si brutal. Et je pense qu'il fallait qu'on soit là. Cette crise, dans tous les domaines, c'est une épreuve de vérité. C'est une épreuve de vérité pour les entreprises, pour les patrons, pour les responsables et évidemment pour les syndicats professionnels. Je pense qu'on a fait face et qu'on a été très présents. Toutes nos réunions de section ont fait le plein de tous les adhérents, ce qui montre bien à quel point ils étaient inquiets. Et il a fallu les rassurer, beaucoup parler avec eux, ce qu'a dit Dominique, et on l'a fait. Et puis il y a eu cette belle entente entre l'UFME et le SNFA pour se mettre travailler et, comme je l'ai dit, ce processus de co-construction de cette. Donc ça a été, c'est magnifique et je crois que moi je suis personnellement très fier
d'être des acteurs de cette profession qui a su jouer aussi collectif dans un instant aussi pénible. Après, quant à l'avenir, ben moi, je redis que nous sommes une industrie française qui est forte, qui est innovante, qui est solide, et je suis convaincu que nous allons sortir de cette crise qui est très différente de ce qu'on a pu connaître, mais tous, autant que nous sommes, on a déjà vécu des crises. Celle-là, elle est particulièrement costaud, mais le fait que nous soyons une industrie forte et française, je suis convaincu qu'on va en sortir de la meilleure façon qui soit. Merci Bruno Léger. Merci à vous quatre pour la qualité de vos témoignages et surtout le message positif et d'espoir qui a été dans vos conclusions respectives. Merci également à nos auditeurs et à nos lecteurs qui nous suivent sur notre site internet. On a 97% de connexions en plus depuis le confinement et sur les réseaux sociaux également avec LinkedIn. C'est important pour nous, les journalistes, de maintenir ce lien et de continuer à vous informer. À très bientôt pour une nouvelle émission. Bruno Léger, Dominique Lamballe, Bruno Cadidal, François Guérin, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. À très bientôt et en attendant surtout, prenez soin de vous. On peut pas